Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Voilà, bonsoir à tous. N'ayez pas peur, ces trois premiers mots prononcés le 22 octobre 1978, place Saint-Pierre, par le tout nouveau pape pour inaugurer son pontificat est une sorte d'appel prémonitoire. Ce message sera le déclencheur d'un grand mouvement aboutissant le 9 novembre 1989 à la chute du mur de Berlin, puis à l'effondrement du communisme en Europe. Et un homme sera un acteur majeur de ce tournant de l'histoire, Jean-Paul II. Alors en cette semaine marquant les 30 ans de ce jour historique, on en parle dans quelques instants avec notre invité, le journaliste et spécialiste de Jean-Paul II, Bernard Lecomte. Et puis dans le reste de l'actu, on parlera de la crise politique et sociale qui traverse le Liban avec le témoignage par téléphone d'une religieuse à Beyrouth. On reviendra aussi sur la visite du 20 au 23 novembre du pape François au Japon, 23 au 26, pardon. Un prêtre japonais à Tokyo nous dira quelles sont les attentes des catholiques vis-à-vis du pape. Mais tout de suite, quelques dates à retenir sur les événements qui ont conduit à la chute du bloc communiste. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Cet événement symbolisera la fin d'un système et d'une idéologie qui ont dominé l'Europe pendant plusieurs décennies. Et dans cette chute, un homme a joué un rôle déterminant, le pape Jean-Paul II. Pourquoi ? Quelles ont été les étapes qui ont conduit à la fin de ce système totalitaire ? Quelques dates sont à retenir. Il y a tout d'abord, bien sûr, le 16 octobre 1978, c'est l'élection de Jean-Paul II. 1979 marque son premier voyage depuis son élection sur sa terre natale, la Pologne. En 1980, c'est la grève des ouvriers de Gdansk et la naissance du syndicat Solidarność. Le 13 décembre 1981, l'état de guerre est déclaré en Pologne. En 1983, c'est le deuxième voyage du pape en Pologne, puis en 1987, son troisième voyage. Alors le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe pour aboutir en 1991 à l'éclatement de l'URSS. Tout de suite, on va en parler avec notre invité. Bernard Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Alors, vous êtes connu sur notre antenne, vous êtes intervenu plusieurs fois. On sait que vous êtes l'un des spécialistes de Jean-Paul II. Vous avez écrit plusieurs biographies sur ce pape. Vous êtes historien. Vous avez alors couvert plutôt ces événements qui ont conduit à la chute du bloc communiste, d'abord pour La Croix, puis pour l'Express. Vous avez eu cette chance de suivre toute cette histoire sur une dizaine d'années, un peu plus. Et vous venez de publier, il y a quelques semaines, le livre « Le pape qui a vaincu le communisme ». C'est paru aux éditions Tempus. C'est un livre passionnant donc, qui retrace toute cette histoire dont vous allez nous parler et pour voir aussi ce qu'on peut en retenir aujourd'hui. Alors, il y a 30 ans, donc il y a la chute du mur. Ça ouvrait la voie à beaucoup d'espoir, évidemment, pour la réunification en Europe. 30 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce contexte européen ? Il est bien différent. Les espoirs ont été déçus. Les espoirs, on va les voir, paradoxalement, après la chute du mur, quand on va assister à la réunification et quand on va voir sur quelle base ça se passe, cette réunification. Et la base, il y a deux personnages qui vont être les deux principaux acteurs de tout ça, c'est Gorbatchev et Jean-Paul II. Les deux hommes se voient. Vous vous rappelez que Gorbatchev est allé voir Jean-Paul II 3 semaines après la chute du mur de Berlin, et les deux hommes ont parlé de l'Europe de demain. Et c'est ça qui les a, ces deux Slaves, qui les a soudés. Ils se sont dit, mais l'Europe a sa culture. Alors, chacun y mettait des choses différentes, mais l'Europe a sa culture, et ça n'est pas, les deux vont dire ça,
Ça n'est pas aux Américains d'imposer leur culture à l'Europe. C'est là-dessus que ça s'est joué, et c'est là-dessus qu'on peut effectivement être un peu déçu. Alors, on va revenir à ce 9 novembre 89, le mur de Berlin qui tombe, donc c'est le symbole de la fin d'un système qui a dominé l'Europe pendant des décennies, la fin d'une idéologie aussi. Après ces fameuses paroles « N'ayez pas peur », il y aura ce voyage de Jean-Paul II dans son pays natal en juin 1979, un voyage qui a libéré les Polonais. On écoute cet extrait de documentaire. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. À ce moment, les Polonais ont ressenti la force qui provient de l'unité. Et c'est à partir de ce moment précis que nous avons vécu cette formidable accélération de l'histoire. La contribution de Jean-Paul II a été considérable, car elle nous a permis de mettre des mots sur notre potentiel, sur notre grandeur. C'est en les transformant en actions que nous avons organisé les grèves de juillet et d'août. Voilà un extrait du documentaire « La libération d'un continent, Jean-Paul II et la chute du communisme » à retrouver sur notre antenne ces jours-ci. Bernard Lecomte, alors, on parle peu finalement de l'intervention de Jean-Paul II. Je regardais un peu sur Internet, je faisais des recherches et finalement, le rôle de Jean-Paul II, il n'apparaît pas de manière évidente si on cherche des articles qui nous expliqueraient un peu cette chute du communisme. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une erreur de vision, d'analyse ? Parce que les observateurs d'aujourd'hui oublient l'acteur principal de tout ça. Et pourquoi ? C'est les peuples de l'Est. L'acteur, ce sont les peuples. Ce sont les populations. Alors, les catholiques, évidemment, en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, Slovénie, les protestants, en Allemagne de l'Est, dans les pays baltes, les orthodoxes aussi, jusqu'à la Russie. Et tous ces peuples-là, qui les a dynamisés ? Qui leur a donné confiance, alors que ça faisait des décennies qu'ils baissaient la tête en disant « le communisme est là pour toujours, on n'y peut plus rien, il faut se débrouiller avec ». C'est bien le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Je vous mets au défi de trouver un autre moment de cette histoire qui soit aussi fort. Le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, bien sûr, il nous a touchés, nous, les catholiques, parce qu'il nous disait depuis le Concile, il y a plein de débats, c'est compliqué, n'ayez pas peur. Et puis l'humanité, le monde entier entend cet appel à ne pas avoir peur de la guerre nucléaire, etc. Mais croyez-moi, les Ukrainiens, les Lituaniens, les Polonais, les Hongrois et les Slovaques, eux, quand ils entendent « N'ayez pas peur », ils comprennent qu'il faut absolument réagir à un régime de terreur. C'était quoi le communisme ? Alors, la terreur, il faut être clair aussi. En Pologne, en Hongrie, c'était pas la terreur. C'était un régime de peur policière, mais c'était pas la terreur. En revanche, demandez aux Albanais, demandez aux Roumains, demandez aux Ukrainiens ou aux Baltes ce que c'était que ce régime. C'était un régime de terreur. Et quand Jean-Paul II dit « N'ayez pas peur », tous ces gens-là prennent le message 5 sur 5. Et pour eux. Alors, qu'est-ce qui a forgé cet engagement de ce pape polonais pour combattre le communisme ? Alors lui, il avait passé toute sa vie de prêtre, puis de jeune évêque, puis de cardinal en Pologne, dans le régime communiste. Alors, n'oublions pas non plus qu'avant d'être prêtre, il avait connu la guerre, l'antisémitisme, le nazisme, etc. Il avait une culture politique extrêmement vaste et extrêmement profonde. Il avait vécu tout ça dans sa chair. Mais le communisme, il l'avait vécu en tant que prêtre. Quand il est évêque de Cracovie, puis archevêque de Cracovie, il se bagarre contre le régime pour que le régime n'interdise pas la construction d'églises, pour que les gens puissent faire des processions. Tout simplement, je me rappelle encore la procession de la Fête Dieu, il avait fait un esclandre incroyable. C'est toute sa vie d'avant. Et quand il est élu sur le trône de Saint-Pierre, la plupart des gens, je me souviens très bien, octobre 78, comme si j'y étais, les gens se disent « c'est un non-italien ». Extraordinaire, c'est la première fois depuis 5 siècles que c'est un non-italien. Et puis petit à petit, les gens se disent, c'est pas seulement un non-italien, c'est un Polonais. Il vient du pays communiste le plus proche, le plus chrétien, le plus catholique. Donc c'est le fait que ce pape ait été choisi derrière le rideau de fer qui va mettre en réalité, qui va faire basculer l'histoire. Parce que
si le pape de ce mois d'octobre 78 avait été argentin ou espagnol ou allemand ou français, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Là, il était polonais, et quand lui, dans sa toute première prise de parole, dit « Je viens d'un pays lontano, loin », loin, ça voulait dire derrière votre monde à vous. Et c'est ça qui va faire basculer l'histoire, c'est qu'il est polonais. Alors en plus, c'est un pasteur formidable, il a des qualités exceptionnelles, c'est un homme de culture, on a parlé de son expérience. Encore une fois, quand on parle des totalitarismes, lui, il sait ce que c'est, la dictature, il sait ce que c'est, il l'a vécu. Et donc, quand il va faire son premier voyage en Pologne, voyage qui déjà va complètement décoiffer tout le monde, parce que personne ne s'attendait à ce que ce nouveau pape dise « Alors, l'année prochaine, dans 6 mois, je retourne dans mon pays ». Personne ne s'y attendait. Comme il a pu le faire, les dirigeants de l'époque, que ce soit côté polonais ou ailleurs, plus largement dans le bloc de l'Est, est-ce qu'ils n'ont pas vu ce qui se tramait? Est-ce qu'ils ont finalement été peut-être un peu naïfs par rapport à cette arrivée de ce pape qui avait un langage extrêmement fort? C'est une très bonne question, parce que là, effectivement, l'histoire aurait pu être différente. Il s'avère que la Pologne, à l'époque, jouait un petit peu la détente, à fond. On disait c'était la baraque la plus gaie du camp socialiste. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et ils jouaient cette carte. Il faut dire aussi qu'ils étaient endettés jusqu'à 40 milliards de dollars, ce qui fait qu'ils n'avaient pas beaucoup le choix non plus, il fallait qu'ils soient gentils. Et quand le pape, citoyen polonais, le pape avait encore sa carte d'identité, quand il dit « je dois terminer », alors c'est un synode, c'est très compliqué, mais il a les arguments pour ça, il dit « il faut que je sois là en mai ». Et les dirigeants polonais, c'est-à-dire Édouard Guérek et les autres, ne peuvent pas lui dire non. C'est à Moscou qu'on se dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Guérek là ?» Brejnev, qui est à l'époque le numéro 1 soviétique, va prendre son téléphone et dire à Guérek « vous faites une erreur, vous allez corriger cette erreur, vous allez lui dire que pour des raisons de santé, on annule le voyage ». Tout ça est authentique. Hein. Donc les soviétiques avaient commencé tout de suite à comprendre que c'était dangereux. Et les Polonais s'étaient un peu laissés faire par l'air du temps, et ils vont évidemment le regretter amèrement. Alors quelle est l'approche de ce pape par rapport à ce qu'on appelait l'Ostpolitik, la politique vis-à-vis du bloc socialiste, menée par le Vatican avant lui, par ses prédécesseurs? C'est quoi la différence? C'est une différence du tout au tout. Avant Jean-Paul II, le Vatican, mais il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est simplement que c'était l'époque qui était ainsi. Les prédécesseurs de Jean-Paul II, donc Jean XXIII d'abord, Paul VI ensuite, et puis les grands diplomates de l'époque, Casaroli, qu'on va revoir ensuite sous Jean-Paul II, tous ces gens-là pensaient qu'il fallait discuter avec le communisme parce que le communisme était là pour toujours. Donc il valait mieux discuter autant que faire se peut pour nommer des évêques ici en Hongrie ou en Tchécoslovaquie, pour sauver tel ou ce qu'on pouvait sauver. Vous pouvez parler de compromission aussi ? C'est sévère, compromission, parce que ça voudrait dire que après, les gens ont compris des choses que les autres n'avaient pas compris. Non, c'était un compromis, simplement. Ça s'appelait l'Ostpolitik, d'ailleurs. On se demande toujours pourquoi on a pris le mot allemand, d'ailleurs. Et c'était une politique de compromis, mais de compromis inégal, de compromis léonin, parce que jamais, 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 le monde communiste n'allait s'ouvrir à la religion comme ça, simplement parce que des gentils évêques allaient négocier sur place. Il aura fallu que le pape vienne de Pologne pour dire mais c'est pas comme ça qu'on parle aux communistes, c'est pas comme ça qu'on parle au Kremlin, c'est pas comme ça qu'on parle au KGB. Il faut un rapport de force. Et ce rapport de force ne peut être que les peuples, les gens, les populations. C'est ça le rapport de force. Parce que sinon, si c'est de la diplomatie ou de la politique, le rapport de force, il restera en faveur des communistes. En revanche, si les peuples commencent à dire ce qu'ils veulent, à ne plus avoir peur, justement, de parler, de s'exprimer, là, ça va changer. Et c'est ça qui se passe. Le fameux voyage de juin 79, j'en parle toujours avec émotion parce que je l'ai vécu, et croyez-moi, tous les journalistes qui ont vécu ce voyage ont vu quelque chose se passer. Ils ont vu l'histoire basculer. Parce que pendant une semaine, dans un pays communiste où, faut-il le rappeler, même pour éditer une carte de visite, il fallait l'autorisation de la censure. Et là, on a vu ce pape, dans la langue des gens qui venaient de l'écouter, ce qui était très important, bien sûr, parler à 500 000 personnes, 300 000 personnes, 200 000 étudiants, 1,5 million de personnes le dernier jour à Cracovie. Et pendant une semaine, tous ces rassemblements absolument hallucinants, il a vu physiquement plus du tiers de la population polonaise. Et tous ces gens qui l'ont vu,
Mais ils sont partis après comme en 14. Ils ont été regonflés. Ils enregistraient, je me rappelle, les jeunes enregistraient. Vous savez, il y avait des musiques-cassettes à l'époque. Les jeunes se souviennent plus ce que c'est. Des espèces de petits magnétophones comme ça qu'on tenait dans la foule pour enregistrer les sermons. Après, on se les est passés dans les sacristies pendant des années. C'était... Je veux dire, s'il y a vraiment eu une première lézarde dans le mur de Berlin, c'était ce voyage de juin 79 qui a été vraiment un très grand moment de l'histoire. Alors, il y a eu les paroles extrêmement fortes, il y a eu l'action, ça a réveillé les consciences. Voilà, quels ont été ces soutiens? Parce qu'il y a eu forcément beaucoup de mouvements à travers la Pologne, d'abord. Alors, c'est à deux échelons. D'abord, les catholiques. Parce que le fameux voyage de juin 79, tous les catholiques de la région l'ont suivi. Mine de rien, sur les radios américaines, sur Radio Vatican. Radio Vatican allait avoir 16 langues, sous Jean-Paul II, 16 langues de l'Europe de l'Est pour ses émissions. Donc tous ces gens-là, les Lituaniens en URSS, les Ukrainiens de l'Ouest en URSS, en plus des Slovaques, des Hongrois, des uns et des autres. Tous ces gens-là ont suivi ce voyage et se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tous ces gens-là ont repris confiance à ce moment-là en disant, c'est peut-être pas fichu pour toujours. Ce pape qui disait des choses que personne ne disait à l'époque, le communisme est une parenthèse de l'histoire. Rappelez-vous, personne ne disait ça à l'époque. L'Europe est accidentellement coupée en deux. Mais personne ne disait ça à l'époque. Les grands de ce monde, les diplomates, les chefs d'État avaient signé, 3 ans plus tôt, les accords d'Helsinki. Et ces accords d'Helsinki, c'était le statu quo. On disait, bon ben, ok, il y a l'Occident, et puis il y a le monde communiste, et puis on va tâcher de faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Et le pape est le premier leader, le premier grand dirigeant à dire, mais non, pas du tout. Il a une vision différente. Parenthèse de l'histoire, accidentellement coupé en deux. Mais c'est le langage dont rêvaient tous les dissidents, qu'ils soient catholiques ou pas catholiques. Après les catholiques, il y a les protestants, encore une fois, les Pays baltes, l'Allemagne de l'Est, une partie de la Transylvanie, une partie de la Tchécoslovaquie. Il y a des protestants dans tous ces coins-là. Petit à petit, les protestants vont suivre le mouvement. Et puis les orthodoxes, qui eux aussi vont se dire, mais c'est vrai que notre foi, notre conscience, nos croyances, notre droit est fondamental. Qu'est-ce que le pape Jean-Paul II va communiquer de si décisif à tous ces gens-là, y compris aux dissidents non-croyants? C'est ça aussi. Michnik, Geremek en Pologne, Sakharov en Russie. Il n'y a pas que des croyants dans Ce l'histoire. sont des athées. Ce sont d'origine juive, d'origine catholique ou orthodoxe, mais ils ne croient pas. Et a priori, il n'y a aucune raison pour qu'ils suivent les paroles de ce pape. Sauf que ce pape a un outil, ça s'appelle les droits de l'homme. Sa première encyclique, vous vous rappelez Redemptor Hominis, première encyclique en 79, tout sur les droits de l'homme. L'encyclique stupéfie parce que, soyons clairs, l'Église n'avait pas habitué ses fidèles à être si maniaques sur les droits de l'homme. Jean-Paul II, lui, liberté de conscience, liberté de circulation, liberté d'expression, il n'a pas arrêté. Et c'est exactement ça que demandaient les Michnik, les Sakharov, les Geremek et les autres, les Havel en Tchécoslovaquie. C'était liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de circulation. Et c'était ça, la valeur principale. Il y en a eu d'autres. Il y avait la nation, il y avait l'Europe, il y avait la culture. Mais la valeur principale, l'outil principal dont s'est servi Jean-Paul II pour emporter l'adhésion de tous ces gens-là, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme qui n'étaient pas forcément respectés malgré de nombreuses déclarations universelles de 48. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et les États occidentaux qui finalement regardaient ça un peu de loin. Il y avait même eu, à l'époque, une grande répression, parce que après les accords d'Helsinki, dont on parlait tout à l'heure, il y a eu ce phénomène de la dissidence, les dissidents un petit peu dans tous les pays communistes qui ont fait des associations, etc. Ça avait été un mouvement très important. Sauf que ce mouvement a été réprimé extrêmement durement par toutes les polices politiques. Il n'y avait pas que le KGB, il y avait la Stasi en Allemagne de l'Est, il y avait la Securitate en Roumanie. Tous ces gens-là avaient étouffé le phénomène dissident. Et en 78-79, c'est Jean-Paul II qui va redonner à tous ces gens-là le courage de se battre à nouveau pour les droits de l'homme. Le courage aussi pour des ouvriers qui se lèvent, qui obtiennent la création d'un syndicat libre, Solidarnosc. C'est aussi toute cette population qui se défend, qui est solidaire pour combattre ce communisme. Mais c'est un combat qui se fait dans la douceur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a rien. Il
n'y a pas de chars soviétiques. Comment ça se fait, ça? Alors, il y a deux raisons très différentes. La première, c'est que le mouvement lui-même, catholique, protestant, orthodoxe, dissident, athée, etc., tous les combattants des droits de l'homme, c'est un mouvement non violent, dès le départ. Et pourquoi il n'y a pas eu de répression, là? Alors, ça, c'est la deuxième chose. Il n'y a pas eu de répression parce qu'il y a eu un monsieur qui a été élu en 85 à Moscou qui s'appelait Gorbatchev. Et là encore, sans Gorbatchev, le mouvement n'aurait pas été le même. En 85, Gorbatchev est élu, il est tout jeune, il succède à des dinosaures Kakoshim d'un autre temps, et Gorbatchev comprend qu'il va falloir changer un peu. Il va effectivement prôner la glasnost et la perestroïka, vous vous rappelez, et dans cette glasnost et cette perestroïka, il y a quelque chose à laquelle on n'a pas fait attention au début. Il avait dit la souveraineté limitée, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, les peuples de l'Est sont libres de leur destin et nous n'irons plus avec des chars comme à Berlin-Est, comme à Budapest, comme à Prague, pour les menacer, pour remettre de l'ordre là-dedans. Personne n'avait cru Gorbatchev quand il l'avait dit au départ. Il a fallu qu'il le répète à nouveau. Et vous savez, c'est le général Jaruzelski, qui lui avait remis la Pologne, justement, d'équerre, qui l'a dit un jour à Jean-Paul II. Jaruzelski avait été reçu à Rome par le pape en janvier 87. Et en janvier 87, Jean-Paul II lui dit, parce que c'est deux Polonais qui se parlent quand même, même s'ils sont d'accord sur rien, ils sont d'accord sur leur pays, sur leur patrie. Et Jean-Paul II et Jaruzelski échangent là-dessus, et Jaruzelski lui dit, je connais bien Gorbatchev. Je le connais bien. Et il est sérieux quand il dit ça, quand il dit qu'il n'enverra pas les chars. Et ça, c'est très important pour la suite. Parce que tout ce qui va se passer dans la suite, le pape encourageant les Polonais à faire la fameuse table ronde, à inventer des élections, dans un pays de l'Est, des élections, c'était quoi? Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de répression derrière. Parce qu'il a compris que, en tout cas, qu'il y avait peu de chances. Ouais. Tant que Gorbatchev était là, il y avait peu de chances pour que les Soviétiques envoient les chars. Et c'était évidemment capital, parce que c'est là qu'on arrive au mur de Berlin. Le mur de Berlin s'effondre. Tout le monde s'attend à ce que les chars débarquent. Il ne faut pas oublier ce détail, quand même. Et en effet, le lendemain matin de la chute du mur, la scène est d'ailleurs une scène de film, on réveille Gorbatchev à l'aube en lui disant, alors voilà, Egon Krenz a ouvert le mur, et Gorbatchev dit, dites bien à notre ambassadeur que ça n'est pas notre affaire. Phrase clé, phrase qui éclaire toute la suite. Il n'y aura pas de répression par les chars soviétiques, et c'est pour ça que cette affaire se termine bien. Parce que n'oublions pas non plus que si l'URSS avait eu le même réflexe que pour Prague ou pour Budapest, ça aurait été une catastrophe absolue, sanglante. Vous imaginez les chars essayant de réprimer déjà les Allemands de l'Est qui avaient pris l'habitude de faire des grandes manifestations, etc., puis la Pologne derrière. C'était inimaginable. Très rapidement, que retenir 30 ans plus tard, aujourd'hui, de tout ça? Qu'on a vécu un moment extrêmement fort de l'histoire. On a toujours dit la chute du mur de Berlin, c'est la fin du XXe siècle. C'est pas faux. Mais je pense, moi, qu'il faut garder à l'esprit que l'histoire, c'est pas quelque chose de théorique ou de virtuel. C'est un petit peu la tendance aujourd'hui. On se dit, oui, tout ça, c'est des images du passé, on fait un peu de noir et blanc, on fait des choses sympas. Non, c'est des peuples d'abord. Ce sont des gens. Le communisme, c'était des gens dans ces pays-là. Les catholiques polonais, ce sont des gens. Et autour du pape, ce sont aussi des hommes. Et Gorbatchev, d'ailleurs, était aussi un homme. Il n'y a pas que dans cette histoire, il faudrait citer Mme Thatcher, il faudrait citer le président Reagan. Mais tout ça, ce sont des hommes. L'histoire, elle est faite par des hommes, par des peuples. Et c'est peut-être ça, la leçon qu'il faut garder. Merci beaucoup, Bernard Lecomte, pour ce décryptage passionnant. Et on revient sur les manifestations au Liban qui paralysent la capitale 6 jours après la démission du Premier ministre Hariri. Et depuis 3 semaines, les Libanais font pression sur le gouvernement et réclament la formation d'un gouvernement indépendant de la classe politique libanaise traditionnelle. Le peuple est dans l'attente de l'action de la classe dirigeante pour sortir le pays qui se trouve au bord de la faillite. Depuis plusieurs jours, des routes sont bloquées à Beyrouth et dans le sud du Liban, ce qui perturbe les habitants de la capitale dans leur vie quotidienne. Exemple avec ce témoignage de la directrice de l'école Saint-François d'Assise de Beyrouth, joint par téléphone par Gabriel Kerry. On a ouvert l'école, mais on avait beaucoup d'enfants absents parce qu'ils n'étaient pas passés. Encore les routes elles sont fermées. Il y a des familles qui ne peuvent pas aller travailler. Ils commencent à avoir faim parce que les banques ne donnent pas d'argent à chaque personne, ne donnent pas plus que $1000. Là, je dis aux maîtresses que
Mais ces mois-ci, je ne paye pas. Je ne peux pas payer les maîtresses. Elles sont très compréhensibles, les maîtresses. Et il y a des parents, des pauvres qui essayent de payer quelque chose. Ils comprennent que nous aussi, on a besoin d'argent pour payer les maîtresses ou payer tout le reste. On a des taxes, on a le mazout pour le chauffage, il commence à avoir froid. Il y a 1000 choses qu'il faut payer. C'est le problème de tout le Liban, ce n'est pas seulement les nôtres. Du 19 au 26 novembre, le pape se rendra en Thaïlande et au Japon. Durant l'étape japonaise, François se rendra dans les 2 villes dévastées lors de la Seconde Guerre mondiale. À Nagasaki, il prononcera un message sur les armes nucléaires. À Hiroshima, il s'engagera pour la paix. Et à Tokyo, il rencontrera l'empereur Naruhito, les victimes de la catastrophe de Fukushima en 2011, sans oublier les jeunes catholiques. Ce sera à la cathédrale de Sainte-Marie. Agnès Vanem, envoyée spéciale au Japon, y a rencontré le curé, le père Amamoto. Il nous parle des enjeux de la visite du Saint-Père au pays du soleil levant. On l'écoute. ということによってやっぱり私たちのアイデンティティというものがしっかりと出会いによってねもたらされていくというのが一つ。そしてその出会いは別にその内側の出会いではなくて新たな出会いを生み出していくきっかけにもなっていくわけですよね。今回のその11月25日に青年の集いをやっていきますけれども、そこに来られる参加者、そして遠くから見ているだけでも違うとは思うけれども、その先ほども言ったように未来を形作っていく、そしてそれぞれの一人一人が自分の人生の中で出会った一人としてね、教皇様がいる。違うものが生まれてくるんじゃないでしょうかね。新しい本当に将来を形作っていくという意味では教皇様。Un Français nommé nonce en Égypte, Monseigneur Nicolas Thévenin, qui était déjà au service du Saint-Siège au Guatemala depuis 2013, a été nommé le 4 novembre par le pape pour le représenter auprès de la République arabe d'Égypte. Particularité, il sera également délégué auprès de la Ligue arabe, dont le siège se trouve au Caire. Alors, outre son rôle dans la diplomatie pontificale, l'objectif de l'archevêque français sera de renforcer la géopolitique du Saint-Siège, dont il est le relais auprès des institutions politiques et des églises locales, un rôle essentiel dans ce pays qui avait reçu la visite du pape François en 2017 dans un contexte d'approfondissement des contacts entre le Saint-Siège et l'Université Al-Azhar, institution de référence de l'islam sunnite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. On se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine à tous. Au revoir.